Bien, mesdames et messieurs, donc bonjour et merci d'être présents pour cette table ronde. Désolé pour les quelques minutes de décalage pour commencer cette table ronde. Donc nous allons, voilà, donc nous sommes ravi d'accueillir donc trois intervenants qui vont nous parler d'une thématique passionnante, faire de la recherche sur la santé des soignants. Alors c'est un sujet évidemment très très important qui fait l'objet de nombreuses publications, de nombreux rapports, de nombreux sujets d'actualité. Et si vous êtes très nombreux aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Et donc sans plus tarder, donc nous avons à peu près 45 minutes pour aborder ce sujet. Environ, hein, donc jusqu'à oh, on a peut-être oui 12h45, donc c'est encore non, de 11h15 à 12h15. Voilà, donc nous avons quand même une heure. Bref, on va exploiter ce temps, on va l'optimiser. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est que chaque intervenant va se présenter, le périmètre un petit peu, enfin, tu es habitué maintenant, périmètre de votre activité. Puis ensuite, une fois que chacun s'est présenté, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet sur notamment la question de la recherche. Où en est la recherche, justement, pour permettre de mettre en évidence les indicateurs préoccupants se rapportant à la santé des professionnels de santé qui sont de moins en moins en situation de santé physique et mentale. Alors, je vous propose, ma chère collègue, de pouvoir prendre la parole et de présenter un petit peu le périmètre de vos responsabilités. Voilà. Merci. Donc, moi, je suis Bénédicte Julien, psychiatre addictologue à Toulouse. J'ai co-dirigé pendant 4 ans le DU Soigner les soignants. C'est à ce titre que je suis parmi vous, puisque dans ce contexte-là, les étudiants ont rédigé des mémoires chaque année. Je détaillerai après, mais et la fondation de la MNH nous a financé un travail de revue de littérature, de cette littérature grise produite dans le cadre des mémoires du DU. Merci beaucoup pour votre présentation. Cher Philippe. Bonjour, Philippe de Normandie, je suis chirurgien, je suis orthopédiste, je m'occupe que de personnes en situation de handicap. Et puis par ailleurs, je suis à la MNH et je m'occupe de la fondation de la MNH avec une équipe très performante. Et dans nos travaux, on a une orientation également autour de la santé des professionnels de santé. Et donc on a entamé en partenariat avec un certain nombre d'institutions des programmes de recherche. On a réfléchi, ça pourrait être quoi la recherche dans le champ de la santé des professionnels de santé. Merci infiniment, cher Alexis. Bonjour, professeur Alexis Descata. Moi, je suis PUPH au CHU d'Angers, à l'Université d'Angers. Et j'ai une fonction hospitalière au centre antipoison et pour la prévention, et une fonction recherche au sein d'un laboratoire INSERM qui dépend de l'IRSET, qui est un institut de recherche sur l'environnement en général, mais également la notion de la recherche dans le domaine de l'environnement de travail, puisque je suis PEPH de médecine du travail. Et depuis de nombreuses années, je fais de la recherche sur le risque professionnel. Et Philippe, assis à ma droite, m'avait convaincu il y a 2-3 ans de dire ça serait bien que tu t'intéresses un petit peu quand même aux professionnels de santé dans le champ épidémiologique. Et je dois dire que au début, je pensais qu'il y avait largement de quoi, parce que la littérature anglo-saxonne est quand même très riche. Mais effectivement, il n'avait pas tort et on l'a bien vu. Il y a beaucoup de choses, mais en même temps, plein de trous dans la raquette. Quand on fait une revue de portée, on s'en aperçoit. Et donc, j'ai pu bénéficier effectivement de l'accès à une méga cohorte qui s'appelle Constance, qui est une cohorte INSERM avec des volontaires, dont certains sont des professionnels de santé. Et à partir de ces travaux, on a pu étudier leurs conditions de travail et essayer de voir si on pouvait avoir un outil de prise de conscience sur les conditions de travail à partir de ces professionnels de santé volontaires de Constance. Merci infiniment. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous redonner la parole, ma chère Bénédicte, pour parler peut-être de la santé mentale des professionnels de santé. On va rentrer dans le vif du sujet, dans le champ de la clinique. Quels seraient quelque part les constats que vous avez observés à travers notamment la plateforme professionnelle d'addictologie dans laquelle vous exercez, me semble-t-il. Vous allez nous en parler plus largement, mais peut-être dans un premier temps le constat, voilà, et sans langue de bois, de façon effectivement très lucide. Alors,
moi, je vais laisser les chiffres peut-être au professeur Descata parce que peut-être qu'il sait mieux que moi les données épidémiologiques. Et je confirme, je rebondis sur ce qu'il vient de dire, c'est que les données, finalement, et notamment en France, elles sont quand même assez pauvres pour avoir des chiffres assez précis. Moi, mon champ d'expertise et d'intérêt, c'est la question des addictions chez les soignants, qui est une partie particulière de la santé mentale. Et sur cet aspect-là, on n'a pas d'études véritablement à la fois bien construites et à la fois transversales qui permettraient d'interroger une large échantillon de soignants qui soit représentatif et qui soit fiable en termes de données parce que c'est souvent des enquêtes sur du déclaratif. Pour avoir essayé d'expérimenter, de mener une étude comme ça, c'est quand même très compliqué que les soignants passent au-dessus du cap de est-ce que la confidentialité va être respectée, est-ce que vraiment je peux dire tout ce qu'il en est de la réalité. Donc effectivement, on a des chiffres qui sont relativement peu précis et ça gagnerait effectivement à avoir des données un peu plus solides. En tout cas, nous, dans le cadre du DU Soigner les soignants, donc il y a eu de la production de mémoire, ce qu'on demandait aux étudiants, c'était en fonction des motivations pour lesquelles ils venaient faire la formation, d'essayer de produire un travail qui était issus de leur pratique de terrain. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette banque de mémoire, là où il y en a un peu plus d'une centaine qui ont été traités, c'est qu'une grande majorité d'entre eux ont essayé de mettre en place des actions sur le terrain ou essayé de faire des enquêtes, mais avec des outils qui ne sont pas forcément académiques, c'est-à-dire passer par les groupes de pairs sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Et ça nous donne accès à une littérature qui n'est pas aussi académique ou standardisée que quand on a fait, mais à la fois qui permet parfois d'avoir des répondants qui sont beaucoup plus nombreux. Alors justement, même si l'approche peut sembler plus empirique, puisque vous indiquez qu'il n'y a pas forcément les données probantes, mais quelles sont les observations sur le terrain qui sont remontées justement par les étudiants? Qu'est-ce qui revient de façon assez récurrente? Sans surprise, mais c'est toujours intéressant quand même de... Oui, voilà. Malheureusement, ça fait 3 ans qu'on ne parle que de ça, ou à peu près, mais malheureusement, oui, les soignants, ils ne sont pas en bonne santé, ils sont fatigués, ils sont pour beaucoup en phase d'épuisement précoce, voire très avancé. Et clairement, on a un vrai enjeu autour de la gestion à la fois des émotions, à la fois du stress dans cette population. Une population qui a probablement des facteurs de résilience supérieurs ou différents, en tout cas de certaines autres communautés, qui vont peu chercher du soin, ou alors quand ils vont en chercher, qui en viennent très tardivement, avec souvent des conséquences qui sont malheureusement irréversibles sur la poursuite de leur carrière professionnelle. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu, maintenant qu'on sait et que les constats finalement ont été faits à travers le travail de Philippe notamment, et il va en parler, mais maintenant je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il faut pouvoir passer à l'action, le constat il est fait, et avoir peut-être évaluer plus finement les initiatives de terrain qui fonctionnent. Parce que c'est finalement ça qui manque, c'est dans les collectifs qui sont en souffrance, je pense qu'on sait tous en tant que soignants, on voit des choses qui se mettent en place, des petits groupes de parole, des petites séances d'entraide, d'aller vers, de pair et danse, de choses comme ça. Mais c'est souvent, c'est des petites choses qui naissent d'un collectif particulier parce que les gens ont une appétence. Un est formé en sophro, il va faire des séances ou ce genre de choses. Mais ce qui manque cruellement, c'est de pouvoir évaluer les apports de ce type d'outils et puis essayer d'avoir des approches un peu plus institutionnalisées pour donner accès au plus grand nombre et que ça soit une préoccupation aussi de nos institutions. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs que évidemment le ministère s'est emparé aussi de ce sujet, puisque Philippe, tu es un des co-auteurs justement du rapport qui a été publié donc l'année dernière, qui a fait l'objet quand même d'une large diffusion. Alors là, on est vraiment dans une approche très très concrète sur la question où en est la question de la recherche pour promouvoir la santé des professionnels de santé. Donc au-delà des constats qui ont été indiqués, quelles sont déjà les premières orientations qui ont été, qui ont été suivies à l'issue notamment de ce rapport, et puis même en lien avec tous les travaux de recherche qui sont actuellement en cours? Ça fait 1 an. Je pense que c'est important de revenir sur l'importance du constat. Nous, ce qui nous a frappé, on a rencontré beaucoup de monde, on a essayé de regarder qu'est-ce qu'il y avait dans la littérature. Globalement, jusqu'à une période récente, la santé des professionnels de santé, on s'en est tous pas intéressé, et je m'en veux à moi-même. J'ai été président de CME, j'ai eu des responsabilités de direction. Voilà, on a collectivement ce sujet, nous les soignants, globalement, et quand je dis nous les soignants, c'est le sanitaire, le médico-social
Et ce n'est pas que les professionnels de santé, infirmières, médecins, etc. Donc c'est Pensons toutes les également à filières, nos, tous les métiers. tous les métiers, le personnel, la secrétaire médicale, Voilà, enfin, le administratif. personnel médico-technique. Globalement et collectivement, ce sujet, on a mis un boisseau dessus pour plein de raisons qu'on a peu analysées en fait. Et ce qui nous a également frappé, c'est qu'il y a peu de travaux qui ont essayé de réellement objectiver quelle est la santé des professionnels. Alors on a heureusement des mémoires et moi je trouve que c'est absolument passionnant que des professionnels de santé, dans le cadre de travaux, fassent des mémoires autour de ce sujet. Mais quand on regarde la littérature, on est extrêmement pauvre en travaux sur la santé des professionnels pour se dire quelle est la réalité de la santé des professionnels. Et le fait qu'il y ait peu de littérature fait que ce sujet, en fait, il n'a jamais été mis en haut de la pile. Il a d'autant plus été peu mis en haut de la pile, c'est qu'on a eu une orientation, on a parlé beaucoup de la QVT. Alors la QVT, il y a un moment donné, ça ne veut plus rien dire aux soignants, la QVT. La santé, ça vous touche à votre cœur, quoi. C'est votre santé. Et donc, ce sujet, on l'a traité dans une approche QVT et pas une approche vraiment de la santé dans deux dimensions. La santé qui est la santé de la gestion des risques professionnels. Et là, je te laisserai la parole. Et le deuxième santé est le sujet qui est la santé de tout à chacun. La santé de tout à chacun. C'est quoi la réalité de la prévention du cancer du sein chez les soignantes? C'est quoi la réalité du cancer de la prostate chez les hommes? Je suis allé il n'y a pas très longtemps dans un grand CHU, il y avait les gens de la CME, il y avait un paquet de mecs de plus de 50 ans, j'aurais demandé qui fait régulièrement son hémoculte. Il n'y en a pas beaucoup qui lèvent le doigt. Donc on a un vrai problème de relation à la santé. D'où l'importance de se dire, et à un moment donné, il faut faire de la recherche de terrain, il faut faire de la recherche académique pour pouvoir réellement montrer la réalité, parce que c'est que nous, les soignants, on a besoin on est rationnel. Et donc, il faut qu'on ait des choses devant nous qui nous disent oui, maintenant, c'est plus possible, il faut qu'on se batte. D'accord. Alors, est-ce que cette dimension était inscrite dans les orientations issues de ce rapport? Et très concrètement, en deux mots, quels sont les chantiers qui sont actuellement en cours? Puisque nous sommes à plus de 1 an, quelque part. Mais aussi les chantiers, alors en 1 an, on a changé déjà 3 fois de ministre. Alors, donc, tu vois. C'était pas le sens de ma question, hein, mais donc je ne sais pas si c'est un rapport, voilà. Mais moi, ça fait plusieurs fois que je fais des rapports et en général, les ministres sont virés la semaine qui suit, donc je ne sais pas. On ne fait pas d'annonce puisqu'on est au salon, on essaie de promouvoir la stabilité, mais hier encore, je faisais la tournée des popotes des cabinets. Voilà, je pense qu'il commence réellement à avoir une prise de conscience. Voilà, d'accord. Ce qui me frappe, c'est surtout que cette prise de conscience, elle est de plus en plus sur le terrain. C'est qu'il y a de plus en plus d'établissements, il y a de plus en plus de CPTS, il y a de plus en plus qui se disent la santé. Il y a un moment donné, on arrête de jouer, et probablement parce qu'il y a eu le Covid, probablement parce que les jeunes nous mettent un grand coup de pied au derrière en disant nous, notre santé nous intéresse, et nous les vieux, on a considéré qu'on était au-dessus de tout ça. Donc il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Il y a des instances qui sont en train d'y travailler. La HAS a décidé de mettre des indicateurs santé dans les certifications. C'est quand même un truc de dingue. Dans la certification des établissements sanitaires ou médico-sociaux, 0 sur la santé des professionnels. Bien sûr. Il y a un moment donné, on peut se dire, le truc déconne. L'ANAP, qui accompagne les établissements, a décidé de mettre en place un certain nombre de sujets, dont une grande plateforme dans laquelle on va pouvoir repérer quelles sont des initiatives qui se font sur le terrain. Donc l'adresse a lancé un certain nombre de travaux sur le sujet. Enfin, donc il y a une dynamique qui est en train de se faire au niveau à la fois du terrain et au niveau d'un certain nombre d'institutionnels. Est-ce que c'est encore la révolution? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les instances dirigeantes d'un établissement, ce sujet de la santé, on en parle tout juste? Est-ce qu'on y a des indicateurs aujourd'hui? Des indicateurs qui fait qu'un directeur d'établissement, un président de CME, un cadre, etc. se dit, voilà, non. Est-ce qu'on en parle dans nos réunions de service entre nous? Voilà. Donc, est-ce qu'on est au début de l'aventure? Oui. Ce qui est sûr, c'est que c'est une aventure qui est une aventure collective. Et je suis ravi que vous soyez aussi nombreux parce que tous et chacun et chacune dans notre activité, on peut parler, on doit parler du sujet. Osons en parler. Oui, on a le droit d'aller voir un collègue. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'on a perdu nos notions de communauté au sens que on ne sait plus prendre un collègue qui va pas bien et lui dire voilà. On ne sait plus pleurer dans les bras d'un collègue parce qu'on vient d'avoir une merde et parce qu'on a un malade qui est mort dans notre bras. On n'a plus ces temps.
Et ça, c'est un autre niveau qu'il faut qu'on arrive à le refaire. Une fois qu'on aura pu collectivement également progresser pour dire c'est plus un sujet tabou. Oui, on a le droit de dire qu'on ne va pas bien. Oui, on a le droit de dire à voir un collègue comment tu pourrais m'aider. Oui, on a le droit d'aller voir la médecine du travail sans être jugé. Exactement. Et donc, on a tout un travail autour de ce sujet-là. Et on reviendra, il y a un certain nombre de mesures. Mais tout ça pour dire que je suis un optimiste dans le sens que je vois qu'il y a un dynamisme qui est en train de parler en disant oui, voilà. Alors, parlons du sujet. Merci, cher docteur. On va passer la parole à votre confrère qui est aussi médecin. Donc sur le terrain, puisque l'idée c'est sur le terrain où on est là, la recherche justement sur la question de la santé des professionnels de santé. Alors voilà, Alexis, donc tu as une expérience internationale sur le sujet. Est-ce que tu peux nous donner un regard local, proxy, et puis ensuite évidemment d'autres éléments? Je vais surtout pas commencer par le terrain. Je vais commencer par le loin, justement l'international. Faut quand même savoir que on est en France l'un des pays leaders en recherche dans le domaine du risque professionnel. On est largement dans le top 5 des pays les plus publiants sur la question, avec des instituts comme l'INSERM, mais pas que, l'INRS, le CNRS, les universités, les CHU. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, là par exemple, l'OMS, vous savez, il y a quelques années, maintenant c'était en plein milieu Covid, a dit la première maladie professionnelle, c'est le temps de travail prolongé, les longues heures de travail, en disant que c'est la première cause de mortalité dans le monde d'origine professionnelle. C'est pas un hasard s'ils sont allés chercher des Français pour faire les études. Si vous voulez, on n'a pas à rougir de notre place dans la science mondiale. Malheureusement, les événements récents vont probablement aggraver les choses, parce que le premier était les États-Unis. Le deuxième point, c'est pourquoi on n'est pas meilleur que nos collègues. On a un gros avantage qu'on n'a pas nos collègues. C'est un avantage, mais on va voir que ça a été aussi un petit inconvénient. C'est que finalement, on a une culture dans notre cœur de santé au travail, de prévention et de santé au travail. On a des équipes de prévention et de santé au travail avec des médecins, des infirmiers, des assistants, des intervenants risque professionnel, des psychologues, des ergonomes, des toxicologues. Il y a plein de gens qui travaillent dans le monde de là. Et on a un réseau que tous les pays nous envient, que ce soit les anglo-saxons ou même des pays plus proches comme la Belgique, la Suisse, la Grande-Bretagne, ou plus lointains comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine. Pourquoi c'est un petit inconvénient? Parce qu'on est très fort pour faire des choses, mais on n'est pas très fort pour communiquer et les rendre visibles. Parce que, je sais pas, et c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est que déjà, peut-être que si on rendait simplement visible tout ce qui est fait par des mémoires, par des collègues, par des établissements, par des expériences, eh ben peut-être qu'on aurait déjà la réponse à toutes nos questions. Sauf que, comme ce n'est pas dans nos métiers de savoir rendre visible, et qu'on n'a pas les structures pour, parce que ce qui fait la différence avec les États-Unis, c'est qu'il y a des gens qui font, il y a des gens qui savent mettre en visibilité les autres. Nous, on doit tout faire nous-mêmes. Donc, à un moment, on doit s'occuper du patient, être manager, être chercheur, être enseignant. Et en plus, on doit faire de la communication. Donc, c'est bon. Donc, en fait, si on arrivait à rendre visible ce que tous nos collègues de terrain faisaient, eh ben, peut-être que c'est ça l'élément. Et c'est pour ça que moi, je partage l'optimisme de Philippe. Je dis, on a pris conscience de quelque chose de manière un petit peu collective. Ça a été repris par certains politiques, mais enfin, on voit bien qu'il y a une prise en compte collectivement des personnels d'exception, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient militaires, qu'ils soient policiers, qu'ils soient de notre nature, des gens qui ont une implication dans leur travail, qui font qu'ils sont importants. Et une fois qu'on a pris en compte, à partir du moment où on a les moyens d'être accompagné, c'est pour ça qu'on a besoin des fondations.
on en a parlé, hein, parce que il n'y aurait pas eu ces accompagnants des fondations. En plus, je peux le dire parce que il y a la fondation MNH, il y a la fondation des hôpitaux, il y a la fondation, il y a plein de fondations. Et puis maintenant, il y a même les alliances des fondations qui vont faire, je vais reprendre ton expression, bouger les lignes, je pense, pour, par exemple, rendre visible tout ce qui a été fait, ou au contraire, rendre visible ceux dont on ne parle pas, les invisibles, comme on parle souvent des aides-soignants. Regardez le nombre de la littérature sur les aides-soignants et les agents de services hospitaliers, il y en a très peu. Et donc, effectivement, à partir du moment où on arrivera à rendre visible tout ça, c'est des choses importantes. Surtout dans le domaine de la recherche. Notre avis. Voilà. Ça, c'est toute l'originalité des tables rondes, c'est que voilà, nous avons des personnes qui étaient invitées, mais c'est pas grave, c'est très très bien. Au contraire, soyez le bienvenu. Mais ça tombe bien parce que moi, comme on a changé l'horaire, à midi, je dois être parti. Très bien. Alors, si vous n'avez pas le souhait forcément de réagir tout de suite sur les propos d'Alexis, je vous donne le micro, je vous laisse le soin de vous présenter un peu le périmètre de vos expertises et puis ensuite ce qui vous amène également à partager les réflexions autour de cette thématique sur la recherche sur la santé des professionnels de santé. Voilà, soyez bienvenus. Bien, bonjour à tous, je suis vraiment désolé pour le retard. Donc je suis Benoît Orliac, je suis en charge des statistiques sur la santé au service statistique ministériel du ministère de la Santé et des Solidarités. Nous, notre mission, c'est en premier lieu de collecter de la donnée sur le système de santé dans son ensemble. Donc système de santé, ça veut dire à la fois les établissements, les professionnels, également sur l'état de santé de la population en général et puis également sur les dépenses de santé. Ça veut dire en particulier, on mène des enquêtes sur la santé de la population, mais la population française dans son ensemble. Alors, quand on fait des enquêtes de ce type-là, évidemment, on ne peut pas isoler au sein de cette population les professionnels de santé. Cependant, on développe de plus en plus des enquêtes à vocation territoriale, c'est-à-dire qui visent à couvrir l'ensemble des départements de France. Et ça nous permet de rassembler des échantillons suffisamment grands pour pouvoir isoler à l'intérieur les professionnels de santé, qui représentent quand même près de 10% de la population en emploi en France, les infirmiers près de 3%. Donc on a dans ces échantillons de quoi rassembler des informations sur la santé des professionnels de santé, des infirmiers. Ça a été le cas par exemple avec l'enquête EpiCov. C'est une enquête épidémiologique qui a été menée en partenariat avec l'INSERM pendant la crise sanitaire sur un échantillon de plus de 100 000 personnes. Et à l'intérieur de cet échantillon, on a pu isoler les professionnels de santé travaillant à l'hôpital, public ou privé, et de pouvoir étudier plus spécifiquement comment la crise sanitaire, l'évolution des conditions de travail, aussi très important, a pu impacter la santé, et en particulier la santé mentale des professionnels de santé à l'hôpital. Voilà, ça c'est une manière de faire et c'est un dispositif qu'on va reconduire. Là, on lance la semaine prochaine une nouvelle enquête de ce type-là qui aura vocation aussi à couvrir l'ensemble de la population française sur le modèle de cette enquête EpiCov et au sein de laquelle on pourra à nouveau isoler les professionnels de santé et avec des enquêtes par entretien. Nous, on est sur des entretiens, on ne recueille pas de l'information clinique, on ne recueille pas de la donnée médicale. On recueille uniquement par entretien. On interroge les gens d'abord sur leur état de santé perçu, sur leur recours aux soins, sur leur comportement, sur les déterminants de santé, etc. Et je pense que ça permettra de développer un certain nombre d'analyses, d'études, de recherches. Ces données ont bien sûr vocation à être mises à disposition de l'ensemble du monde de la recherche qui veut travailler dessus. Donc voilà, donc ça c'est une collecte qu'on va lancer la semaine prochaine. Ça va s'étaler sur 1 an parce qu'on vise vraiment à rassembler un échantillon très large de la population et donc avec des résultats plutôt en fin 2026, début 2027 et encore une fois avec de la donnée qui pourra être mise à disposition de tous. À côté de ces travaux, on va dire sur la population générale, sur l'ensemble de la population, on mène aussi des enquêtes spécifiques sur les professionnels de santé.
Alors, nous, c'est plutôt sous l'angle des conditions de travail et conditions d'exercice, conditions de travail pour les salariés. Il y a une grande enquête qui est réalisée, alors ça c'est plutôt par le ministère du Travail, qui s'appelle l'enquête conditions de travail et risques psychosociaux. Mais au sein de cette enquête, on réalise un suréchantillon sur la fonction publique hospitalière qui permet de bien suivre l'évolution des conditions de travail et surtout l'exposition aux risques psychosociaux. Voilà, c'est une enquête qui est reconduite à intervalles réguliers. Là maintenant, c'est depuis le début des années 2010, tous les 3 ans, 3-4 ans. Donc on peut suivre comme ça l'évolution des conditions de travail et l'impact que ça peut avoir sur la santé des professionnels de santé. Un des résultats de cette étude, je ne vais pas tout détailler, mais par exemple, on a pu montrer que la santé mentale des professionnels de santé à l'hôpital était plus dégradée que l'ensemble des travailleurs en France. Mais en même temps, et c'est la richesse de ce type d'enquête, on a pu montrer aussi que la principale raison, le principal facteur était justement les conditions de travail de cette population. Les professionnels de santé à l'hôpital sont exposés d'une part à plus de contraintes physiques, notamment pour les aides-soignants, infirmiers, plus d'exigences émotionnelles aussi dans le cadre de leur fonction, et que c'est ça qui impactait finalement la santé mentale. Par exemple, le risque de présenter des syndromes dépressifs ou anxieux. Et voilà, et on a pu mener un peu une analyse de causalité et montrer que finalement, c'était vraiment ces conditions de travail qui expliquaient ces différences de santé mentale entre les professionnels de santé et le reste des travailleurs. On a également des enquêtes auprès des médecins généralistes libéraux. Là aussi, c'est pareil, l'objectif principal, c'est plutôt d'observer les pratiques, les conditions d'exercice, mais en même temps, on peut coupler ça avec des questions sur leur état de santé. Et qui permet de suivre aussi la santé de ces professionnels. Ça, c'est dans le domaine des enquêtes. Après, on sait aussi qu'il y a un entrepôt de données de santé en France qui est exceptionnel, qui s'appelle le Système national des données de santé et qui rassemble l'ensemble des consommations de soins de la population, toute la population française, que ce soit les consommations de soins en ville, mais aussi les séjours hospitaliers. Alors, ça couvre l'ensemble de la population, 68 millions de Français, toutes les personnes assurées par le régime général de l'assurance maladie. Mais on ne peut pas directement identifier les professionnels de santé. Et on ne peut pas non plus directement observer l'état de santé dans ces données. Parce que, comme je l'ai dit, on a juste des consommations de soins. Donc, en fait, il faut mettre en place des algorithmes, des traitements pour essayer de déduire un peu quelles sont les pathologies ou qu'est-ce qu'on peut dire de ces parcours de soins. Mais on peut aussi enrichir ces données, les rapprocher d'autres bases de données qui, elles, permettent d'identifier au sein de l'ensemble de la population les professionnels de santé. Voilà, et on a réalisé un certain nombre d'opérations de ce type, notamment avec ce que l'on appelle l'échantillon démographique permanent de l'INSEE, qui est un échantillon à 3% de la population française, qui là aussi permet quand même d'isoler un sous-échantillon conséquent de professionnels de santé. Et on a mis à disposition de la recherche ces données dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation MNH et avec des projets de recherche qui sont en cours sur ces données. Et pour compléter le panneau aussi, on est en train de préparer également quelque chose, là plus spécifiquement sur les étudiants en santé. Voilà. Excellent et très, très riche. Donc finalement, on se rend compte que les données sont disponibles. Elles ont besoin d'être paramétrées, d'être accessibles pour les chercheurs en particulier, et dans une échéance qui est très attendue, courte de préférence. Donc on peut espérer que des résultats pourraient être mis à la disposition de celles et ceux qui prennent des initiatives en faveur de l'amélioration, quelque part, de la santé des professionnels de santé, soit versus les chercheurs, donc dans le milieu académique, mais aussi les professionnels qui sont sur le terrain, parce que j'imagine aussi qu'ils peuvent aussi apporter une contribution. Donc, compte tenu de tout ce que vous avez apporté, visiblement, l'optimisme qui était évoqué tout à l'heure pour permettre d'espérer quand même avoir de vrais indicateurs disponibles que l'on peut suivre, on a quand même du coup une espérance à court terme.
Alors les choses se mettent en place. Encore une fois, les données existent, mais comme je l'ai dit, elles sont d'une part, c'est compliqué d'y accéder parce que ça reste quand même des données de santé, Bien donc sûr, soumis protégées, qui doivent être protégées, bien sûr. et c'est Absolument, normal. absolument. Ce sont des données sensibles. Ce sont des données qui aussi sont pas toujours faciles à traiter. Quand on fait une enquête, évidemment, on a directement ce que l'on veut dans les données recueillies. Quand on doit passer par le système national des données de santé, c'est beaucoup moins direct. Voilà, je pense que les chercheurs en savent quelque chose. Mais on peut arriver à des résultats remarquables, des résultats très intéressants dessus. Voilà. Après, justement, l'intérêt de l'appel à manifestation d'intérêt avec la Fondation Aménage, c'est justement d'essayer d'animer, de structurer la recherche sur ces données. On pense qu'elles ont un potentiel très riche. Nous-mêmes, on les exploite, mais comme j'ai dit, notre vocation première, c'est plutôt de collecter, rassembler ces données, les mettre à disposition. Voilà. On fait des études aussi dessus, des premières exploitations, mais le potentiel et l'intérêt pour tous, pour les décideurs, pour les acteurs du monde de la santé, pour les professionnels de santé eux-mêmes, c'est que ce soit plus largement mobilisé, utilisé, et on fait notre maximum. Alors donc Philippe, puisque la Fondation MNH participe de façon très active sur cette démarche, alors concrètement, comment ça ce qu'on peut dire, c'est que concrètement, traduire. mais vous avez tout sur le site de la Fondation MNH, au même titre que sur l'adresse, on a beaucoup d'informations. On va pouvoir quand même fournir, au courant 2025, un certain nombre de réponses à des questions. Est-ce qu'il y a un risque de cancer plus important chez les soignants et chez les soignantes? Donc il y a une grosse équipe de recherche qui a beaucoup avancé. On aura ça dans les moins de 6 mois. Est-ce qu'il y a un risque de grossesse défavorisée chez les soignantes? C'est un sujet où il y a un certain nombre d'interrogations. Là aussi, on avance. Déjà, par exemple, on a des premiers résultats, moi, que je trouve qui peuvent nous interroger. Tu parlais d'un certain nombre de personnes d'invisibilité parce que les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les AMP, finalement, il n'y a jamais de travaux sur elles. Et quand on regarde, par exemple, sur le sujet de la grossesse, on regarde que ces soignantes, dans l'année qui précède leur grossesse, elles consomment plus de médicaments dans toutes les gammes de médicaments que les autres professionnels de santé. Cherchez l'erreur quand même. Et que quand on regarde pendant leur grossesse, ces mêmes professionnels, ils sont en surconsommation, ils ont un peu baissé, mais ils restent en surconsommation. Donc on a comme ça des signaux qu'on laisse se dire, il y a un certain nombre de questions qu'on doit se poser. Et on aura des résultats qui vont être objectifs. On ne pourra plus dire c'est une mauvaise enquête, etc. On aura des résultats importants également sur le sujet de l'addiction et du parcours. À quel moment, quand on est entre une infirmière salariée, une infirmière en libéral, etc., où sont nos risques d'addiction? Et pour reprendre ce que tu évoquais, Benoît, on a déjà eu des résultats, notamment sur l'impact sur notre santé mentale d'un sujet clé qui est la notion de la violence. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que moi, ça m'a beaucoup frappé dans tous nos travaux. On voit que le problème de la santé mentale, c'est 80% des travaux qui ont été orientés sur la santé mentale et c'est la préoccupation numéro 1 des soignants. Et quand on regarde cette santé mentale, ce qui nous frappe dans les travaux de recherche, c'est qu'on se voit apparaître une notion de violence. Nous sommes un secteur violent, acceptons de le dire. Et on a 4 sources de violence. On a une source de violence qui est quand même le comportement des patients, des familles, des réseaux sociaux. C'est plus ce que c'était. On a une deuxième source qui est la violence intra-équipe. Oui, osons en parler. Enfin, on parle d'équipe, mais en fait, quand on regarde, la notion de l'équipe au sens entraide, communauté, on se soutient, l'interne boit un coup avec l'infirmière, on papote, on sent, voilà, cette solidarité, on a l'impression qu'elle a quand même beaucoup disparu pour un certain nombre de raisons. Et vous avez une troisième source qui est la source de violence qu'on appelle institutionnelle. Que vous soyez dans le libéral parce que vous avez des instances qui vous disent « Ah mais attendez, c'est la forme qui ne va pas », que vous soyez à l'hôpital avec une... Et on voit bien les cas, on les a transformés en cas d'administratif, on a perdu souvent le sens du métier, et donc cette violence institutionnelle. Et puis enfin, quand on a un malade qui ne va pas bien et qui meurt dans nos bras, voilà. Et donc cette notion de violence, dans les travaux de recherche, là vous avez tout ça également sur les sites, a été pour nous, je voulais insister parce que c'est important que l'on sache mettre les mots sur les mots. Et tant que si on veut faire de la prévention efficace, il faut qu'on ait le courage de se dire les choses.
Justement, on va, pour compléter ce que tu dis, ouvrir une autre fenêtre, notamment sur la question de la dictologie, puisqu'il y a un sujet aussi très sensible qui nécessite de faire l'objet de travaux de recherche, c'est la consommation, notamment, à minima, de substances par les professionnels de santé pour ne serait-ce tenir simplement dans des contextes, tu l'as très bien dit Philippe, qui sont parfois délétères ou quasiment impossibles. Je pense aux médecins en particulier, les équipes soignantes, mais aussi l'encadrement et puis tous les autres acteurs qui sont dans des environnements extrêmement contraints. Donc, cher Bénédicte, voilà, je vous donne la parole pour que vous puissiez nous en parler un petit peu. Oui, ben moi, je me suis intéressée à cette problématique-là dès le début de ma carrière, en fait, parce que on parlait des constats tout à l'heure. Ce que j'ai constaté dans ma pratique, c'est que les soignants arrivaient, quand ils arrivaient aux soins, ils arrivaient souvent dans des conditions soit un peu contraintes par l'encadrement, par une décompensation aiguë, soit physique, soit psychique, soit à un moment donné, le mur qui approche avec le risque de faire une erreur, ne plus être en capacité d'exercer ou ce genre de situation. Et j'avais le sentiment qu'ils arrivaient plus tardivement aux soins que les autres professionnels. Et naïvement, j'étais jeune à l'époque, je me suis dit, mais comment se fait-il que mes collègues qui ont a priori appris qu'est-ce que c'est que le risque de l'addiction, quelles sont les conséquences, etc., ne viennent pas consulter. Et rapidement, j'ai fait un peu de biblio et puis en interrogeant les patients, j'ai découvert ce que je pressentais, ce qu'on pressent tous, je pense, intuitivement, c'est que finalement, aller dire à un collègue professionnel, donc qui est un père, qu'on a une problématique de santé mentale, voire d'addiction, c'est extrêmement honteux, c'est culpabilisant, ça fait peur. On a peur d'être jugé, on a peur de ne plus être en capacité d'exercer. On a peur de laisser les patients ou les collègues en difficulté parce qu'on va prendre du temps pour se soigner, pour s'arrêter ou ce genre de choses. Et donc, c'est un sujet qui est éminemment tabou. Je pense que l'addiction, c'est déjà pas facile d'en parler dans la société, mais je crois que dans la communauté des soignants, c'est encore plus compliqué. C'est un sujet qui est assez banalisé. Les étudiants sont réputés, vous parliez des étudiants tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure sur notre table ronde, mais ils sont réputés, les étudiants en santé, pour être des festifs, quoi, des gros consommateurs. Et qu'est-ce qu'on en fait? En fait, on en sourit, on se dit que c'est un espace, un échappatoire, un endroit où on peut relâcher un peu la pression. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de cette pression? Parce que finalement, quand on fait le constat, ça fait un peu froid dans le dos. Ce que vous venez de décrire, Benoît, c'est que on sait qu'à l'hôpital, on est en plus mauvaise santé du fait des conditions de travail. Difficile pour l'hôpital d'être attractif quand même. Quand on a dit ça, on se demande comment les étudiants qui se forment aujourd'hui vont avoir envie d'aller prendre des postes à l'hôpital. Donc là, aujourd'hui, on est dans le temps de l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour ça, en fait? Donc, les consommations de substances, c'est évidemment, mais comme dans la population en général, un des outils qui est malheureusement pas bon pour la santé, mais un des outils pour supporter ou pour contrecarrer l'effet de ce stress ou l'effet de ce mal-être. Mais ensuite, quand il y a besoin de soins, comment on fait? Quand on est soignant, est-ce qu'on va voir l'addictologue de son hôpital? Est-ce qu'on va voir le XAPA ou le CARUD du quartier où il y a de l'attente, où on risque d'être reconnu, où on risque de croiser ses propres patients? Quand on est médecin généraliste, par exemple, qui est-ce qu'on va consulter pour ne pas être connu ou reconnu et maintenir la confidentialité? Moi, je crois que c'est tout ça que maintenant il faudrait qu'on puisse envisager, c'est de se dire, on sait, maintenant il faut agir et proposer des espaces de soins, des espaces d'action. Tu parlais tout à l'heure de la perte de l'équipe, pardon. C'est exactement ça, en fait. Il faut recréer la notion de communauté. On partage des facteurs de stress qui nous sont communs. C'est pas commun dans la population générale d'accompagner des gens dans la souffrance, dans la mort, parfois d'être confronté à l'erreur ou le risque d'erreur, la peur de mal faire, les conséquences, la souffrance. Je crois que ça, c'est un espace qu'il faut recréer, c'est ce qui fait le lien et qui peut être un facteur protecteur quand on a des espaces où on peut le parler de façon non jugeante. Merci beaucoup. Alexis? Alors, je vais justement en profiter, c'est que, alors, il y a, mon avis, c'est tellement vrai, et je pense que, enfin, le problème de l'addiction, le problème de la santé mentale, le problème de la santé, tout ça, c'est des choses qui sont très bien, pour l'instant, connues, mais dont on ne parle pas, et on voit bien qu'on a réussi à faire ce genre de choses. Un des éléments du rapport de Philippe et de ses collègues, c'était de créer justement un accès privilégié à on va dire des zones de santé, des maisons de santé, des centres de santé pour nos professionnels de santé. Et là, justement, on voit bien que, et on a de la chance puisque notre CHU a bénéficié hier d'un prix justement sur cette question-là, que non seulement il faut absolument aller vers
des situations comme ça, parce que quand on pose la question à nos collègues, aux membres des CHU, etc., on a la réponse que oui, ils sont en demande. Donc maintenant, il va falloir leur offrir cette possibilité-là. Après, je pense que c'est aussi de la recherche appliquée, puisque la réponse de comment on fait dans le détail, on va probablement essayer certaines choses avec des collaborations, on l'a dit, public-privé. Je pense qu'il y a un moment, on est tous dans le même bateau. Quand on est professionnel de santé, qu'on soit en CHU, en médico-social, en libéral, finalement, on est au service de la même personne. Et on voit bien qu'à partir du moment où on arrive à mettre les gens autour de la table, et c'est nous, grâce à ce prix qu'on a reçu hier de la santé des soignants, justement, on a vu que c'était pas si compliqué de le faire. Maintenant, il va falloir le faire, l'évaluer et l'améliorer. Peux-tu décrire justement ce prix qui a été remporté? C'était quoi quelle était l'initiative, la belle initiative qui a été récompensée? L'initiative, c'était d'essayer de répondre au niveau d'un territoire qui est celui d'Angers, justement sur un centre pour les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux du CHU ou médico-social, spécifique pour aider justement la prise en charge, la prévention, parce qu'on l'a bien dit, et on a le constat partout de ce que disait Philippe sur même le dépistage de nos collègues, y compris un accès aux soins qui est compliqué. Celui des addictions en est un exemple parfait, et avec tout le problème de la confidentialité, du regard de l'autre, du regard de son confrère, du regard de son médecin quand on est professionnel dans un service, etc. Donc il fallait trouver un bon compromis entre quelque chose qui soit proche, mais pas trop proche non plus. Et c'est ça on va mettre en place. Super. Donc là, Philippe, donc je te laisse intervenir. Oui, je vais juste intervenir pour dire que on crée ces structures, mais en même temps, il faut qu'on réfléchisse. C'est des travaux de recherche et commence à nous le montrer. Et c'est vraiment une des pistes sur lesquelles, notamment, il peut y avoir des recherches très sociologiques. Qui est le tiers de confiance? Qui peut redonner envie à un aide-soignant, à un docteur, etc., à se réintéresser à sa santé? Parce que c'est bien de créer une offre, il faut à un moment donné que vous ayez envie, que vous ayez de l'appétence. Et donc, on a un travail également très important en termes de recherche, qui est toute cette dimension sociologique, de savoir comment on est capable d'aller vers, pour trouver les mots, pour donner envie à un professionnel de se dire « oui, ça vaut le coup que je me réintéresse à ma santé ». C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Avec la Fondation, on a eu la chance de travailler sur la médiation en santé pour aller vers des populations qui ne croient plus à leur santé. Et en fait, ça nous est revenu en boomerang en disant mais ce sujet-là, il faut également qu'on le traite parce qu'on a besoin de repenser comment aller vers. Comment expliquer qu'aujourd'hui, un truc de fou quand même, quand je vois qu'on est à 20% de vaccination grippe dans nos établissements, alors qu'on se donne un mal de chien pour soigner les gens et en même temps on leur file de la grippe. Il y a un moment donné, on se dit, mais qui va donner envie d'eux? Et on voit bien que ce n'est pas le docteur, etc. Donc cette notion du tiers de confiance, de cette notion qui redonne envie d'eux, va être un sujet extrêmement important en termes de travaux de recherche. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît, mais je trouve que ça nous paraît extrêmement important. Vous avez le micro, allez-y. Je suis tout à fait d'accord, même si c'est moins mon domaine, la partie sociologie. Après, moi, je pense que nous, très modestement, je pense que notre fonction de produire des statistiques un peu générales, ça peut contribuer aussi, montrer que à travers des statistiques, que les gens ne sont pas seuls dans leur situation, comment ils se comparent, ça permet. Je pense que ça peut permettre d'une part de la prise de conscience. De la part des soignants eux-mêmes et puis des acteurs publics, et également peut-être de dédramatiser aussi. C'est pas stigmatisant, au contraire, c'est montrer qu'il y a des problèmes qui sont partagés par l'ensemble de la communauté des soignants. Bénédicte, vous souhaitez réagir, parce qu'on va rentrer dans les perspectives justement. Avant de donner la parole aussi à nos participants, on a encore 15 minutes. Oui. Donc bon voyage. See you soon. Et merci beaucoup. Merci Alexis. Cher Bénédicte, allez-y, je vous en prie. Juste pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est que finalement, je pense qu'il faut mener les deux avancées en parallèle et de manière intégrée. C'est-à-dire que c'est difficile d'aller vers, aller repérer. Nous, on l'a beaucoup expérimenté avec l'association MO et dans le cadre du DU. D'ailleurs, c'est pour ça que le DU est né. C'est pour essayer de donner des outils aux pairs qui veulent essayer de repérer
d'aborder et d'accompagner vers des soins les professionnels en difficulté. Mais finalement, cette démarche, elle est avortée ou même elle n'a pas lieu à partir du moment où on n'a pas de ressources à proposer. Et ça, c'est quand même hyper important pour que les personnes se sentent légitimes d'aller aborder la problématique et d'aller agir. Il faut qu'ils aient quelque chose à proposer. Dans le risque suicidaire, on l'a beaucoup vu, c'est-à-dire que le premier frein des professionnels de santé à aborder la question du risque suicidaire avec leurs patients ou avec leurs collègues, c'est qu'en fait, ils sont démunis quant aux ressources à proposer. Et à partir du moment où on les forme pour leur dire, il y a des lignes téléphoniques, il y a des services, il y a des lieux, il y a des services de crise, on peut aller aux urgences, etc. Et bien là, ils se sentent plus à même d'aborder la question parce qu'ils ont quelque chose à proposer. Super. Dernière intervention, Philippe, puis après on va peut-être proposer aux personnes éventuellement si on peut y aller. Alors l'idée c'est aussi de vous permettre de réagir. Madame, vous avez déjà une première question. Je vais vous donner le micro tout de suite. Avant que... C'est important parce qu'on ne l'a pas évoqué et on me rappelle à l'ordre. En fait, également, dans les travaux de recherche, ce qui nous a frappé, c'est qu'il n'y a on n'a pas vu une ligne sur combien coûte la mauvaise santé des professionnels de santé dans notre système. Ça, c'est un sujet qui pour notre collègue. Oui, mais donc on a lancé un énorme travail avec le HESP pour déterminer le coût de la mauvaise santé. Par exemple, je vais faire le fanfaron, mais moi, il y a encore 6 mois, j'avais pas réalisé qu'à côté de l'absentéisme pour mauvaise santé, vous avez quelque chose qui s'appelle le présentéisme, mot que j'avais jamais entendu dans aucune de mes responsabilités, c'est-à-dire des professionnels de santé qui viennent travailler en mauvaise santé. Et ça a un impact direct sur la productivité et la qualité des soins. C'est un vrai sujet. Et c'est un gros sujet. C'est un gros Donc, sujet. Tabou, connaître le coût, parce que ouais. tant qu'on ne connaît pas le coût, quand on discute avec des directeurs, on dit « Ah mais ça va nous coûter du pognon de travailler sur la santé ». Ben non, il y a un vrai retour sur investissement et c'est pour ça notamment que le HESP, on a mis en place, et il y aura des petits flyers si vous voulez, où pour ceux qui veulent, ils sont en train de colliger des données à travers un questionnaire pour ceux qui ont des responsabilités de management dans des services quels qu'ils soient, pour pouvoir aider à consolider des informations pour pouvoir demain vous donner un outil qui vous permettra de mieux comprendre le coût de la mauvaise santé. Thank you so much. Alors, merci infiniment. Donc, madame, vous vouliez poser une question. Je vous propose de vous présenter juste avant, et puis ensuite... soit vous posez vos questions en retour d'expérience ou éventuellement une réaction sur les échanges. Je vous remercie pour cette intervention. Donc moi, je suis infirmière en milieu hospitalier depuis 35 ans. Donc moi, je trouve que ça fait longtemps que je vis la souffrance au travail. Même si je suis passionnée par mon métier, mais bon, plein de choses. On mange pas, on n'a pas le temps de manger le midi, on part après l'heure, tout ça. Donc moi, ça fait longtemps qu'on parle aussi des suicides des internes, des médecins. J'en passe. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas déjà améliorer nos conditions de travail, déjà mettre par exemple un quota d'infirmières ou d'aides-soignants par rapport au nombre de patients, d'éviter d'alterner le travail jour-nuit qui là rend certaines personnes malades. Enfin, on connaît l'augmentation des cancers du sein en alternance du travail. Donc tout ça, moi je pense qu'il y a des recherches qui ont déjà été faites, quoi. Moi, il y a une chose qui m'interpelle, parce que ça fait 35 ans que je suis infirmière, 35 ans qu'on parle de la souffrance des patients, et quand vous allez dans d'autres stands où on voit qu'il y a des miroirs maintenant qui parlent aux patients, comment vous allez aujourd'hui, je me dis, il y a quand même un écart énorme, quoi. À un moment donné... faut peut-être aller vite parce que la science va peut-être faire qu'on n'y aura plus d'infirmiers après. Vous parlez de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui permet justement de contrôler les patients au domicile, les balances. Donc là, à un moment donné, il faut quand même qu'on évolue sur la souffrance des patients. Moi, je pense qu'on n'a pas vraiment envie de plonger vraiment dans le problème. Quand on voit comment nos cadres de santé, Enfin, vous voyez, voilà. Parce donc l'heure est à l'action, madame, c'est ce que vous êtes en train de dire, puisque l'heure est à l'action depuis. Mais c'est vrai que c'est vraiment le besoin criant pour tous les métiers, médecins, paramédicaux, cadres et toutes les personnes qui exercent en libéral, dans le secteur salarié. La situation est telle que la souffrance moi, je pense qu'on aujourd'hui n'en est plus aux statistiques, quoi. Oui, vous voyez, c'est bien sûr. Merci pour votre réaction, monsieur. Je vous laisse n'oubliez pas juste vous présenter et puis ensuite voilà. On a encore 5 minutes. Ouais. Lucas, je suis ostéopathe au Pays Basque. Je suis aussi au conseil d'administration d'une CPTS au Pays Basque, celle de Saint-Jean-de-Luz.
Aujourd'hui, quand on parle au CPTS de la santé des soignants, ils sont peu au courant, il n'y a rien qui est mis en place. C'est partie des ACI du optionnel, du cadre accompagner les soignants. Et encore, c'est une petite partie de l'accompagnement des soignants qui peut être mis en place. Aujourd'hui, je suis aussi président d'une association qui s'appelle Terra, où on crée des communautés de pairs aidants pour les professionnels de santé. Je voulais notamment faire partie du DU santé soigner le soignant de Toulouse, qui n'a pas eu lieu cette année, je crois. Aujourd'hui, je pense que nous, quand on travaille, quand on a interrogé les soignants, il y a une grosse notion de déculpabilisation. Il faut déculpabiliser tout ce qui est prendre soin de soi, etc. Je pense qu'il faut aussi plus informaliser les actions de pairs aidants entre nous, créer des moments aussi où on peut prendre du temps, faire des cercles de parole, potentiellement se rencontrer autour d'un verre, d'une conférence, et amener le sujet de la santé des soignants par ce biais-là, plus informel, pour aller vers une formalisation plus en détail. Parce qu'on n'a pas accès à ça. On en parle ici, c'est un congrès où on en parle, mais en ville, peut-être dans le milieu hospitalier, c'est plus développé, il y a beaucoup d'actions qui sont faites, mais en ville, il y a peu d'actions qui sont faites pour nous. Moi, je travaille avec des kinés, mais avec des médecins de ville, etc. Encore plus au Pays Basque, parce qu'on est très très loin, hein, le ruissellement se fait pas trop. Voilà, donc est-ce que ce genre d'action-là peut être intéressant, par exemple, dans le cadre d'une mission, d'un DU ou... Voilà. Bénédicte, peut-être vous souhaitez répondre? En fait, il y a énormément de travaux, des mémoires qui portent sur cette problématique-là, c'est-à-dire comment recréer des espaces de confiance et des espaces de confraternité active, entre guillemets, c'est-à-dire que effectivement, quand chacun est plongé, mais à l'hôpital, c'est vrai aussi, hein, on est tous en surcharge, on est tous en sur-régime, on a trop de travail par rapport... Voilà, bref. Et du coup, c'est compliqué de s'accorder ce temps-là. Et ça a beau être décomplexé un peu dans la société, l'axe bien-être, prendre soin de soi, etc. De là à l'appliquer dans le cadre de l'exercice professionnel, il y a quand même un énorme gap. Moi, je pense qu'une des clés aussi, c'est ce qui apparaissait dans le rapport de mission, c'était d'intégrer quand même ce versant-là dès la formation initiale, parce que je pense que c'est un sujet qui est peu ou pas abordé. Intégrer la notion de seconde victime, c'est un sujet dont on ne parle pas. Moi, je l'ai découvert au cours du DU. Si j'ai le temps, je peux poser... Qui connaît le concept de seconde victime dans la salle? Deux personnes, ouais. La seconde victime, c'est un des facteurs de stress auxquels on est soumis en tant que soignant, c'est-à-dire quand il y a un événement indésirable qui se passe dans le cadre des soins. Donc ça peut être un événement grave ou un événement inattendu, un événement qui est lié à une erreur ou pas. En tout cas, il se passe quelque chose qui n'était pas attendu ou pas prévisible. La première victime, c'est évidemment le patient, qui a ou pas des conséquences de l'événement. Et la seconde victime, c'est le soignant, qui se sent concerné par l'événement qui vient de se produire. Soit parce qu'il était acteur de soins, soit parce qu'il a été témoin, soit parce qu'il a été impliqué d'une façon ou d'une autre dans la cascade des événements qui ont mené à. Et on sait que c'est un facteur de stress potentiellement extrêmement important, qui peut même prendre le caractère d'un stress d'allure traumatique, en fait, avec parfois des conséquences... Comment? Alors, pas tout à fait. Le traumatisme vicarien, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, là, c'est le phénomène aigu de stress où on se sent responsable à tort ou à raison d'un événement inattendu et où, au lieu de prodiguer ou améliorer la santé de la personne qu'on a en face de nous, malheureusement, voilà, elle se dégage. Bien sûr. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et si on en parlait dès le début des études en santé, je pense qu'on se sentirait peut-être moins coupable de ressentir ça. Et on irait peut-être plus facilement voir des pairs pour dire, oh là là... je me sens nul. Qui ne s'est jamais posé la question est-ce que, après avoir fait une erreur ou une presque erreur, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis légitime de faire encore ce métier-là? Tout à fait, la notion du traumatisme. Alors, on va prendre une dernière sur les formations, question. pour la formation, ce qui est sorti, c'est voilà un domaine où il doit y avoir des formations ou des sensibilisations interprofessionnelles. C'est pas chacun dans son coin, mais parler de notre santé, il faut le faire collectivement entre les différentes professions. Tout à fait. En formation initiale et en formation continue. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que l'on puisse conclure cette table ronde? Non, vous semblez tout à fait satisfait de ces différents échanges. Alors, pour prolonger avant de conclure, peut-être pour prolonger donc cet échange, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, puisque la plupart des intervenants qui sont ici ont apporté une contribution dans cet ouvrage dont l'intitulé, donc, c'est La santé des professionnels de santé
en France. C'était donc suite notamment au rapport qui était remis justement donc en octobre 2024 auprès du ministre. Et donc du coup, si vous souhaitez acquérir cet ouvrage, donc la librairie se trouve juste à côté et vous avez voilà, beaucoup d'éléments de contenu. Alors il me reste à remercier donc les différents intervenants qui ont eu le plaisir de partager leur retour d'expérience avec des pistes, parce que l'idée c'était des pistes concrètes. Donc merci beaucoup d'être présent et d'avoir pu apporter des éléments de réponse. Je vous propose de les applaudir peut-être si voilà, vous souhaitez, vous êtes satisfait. Et on vous remercie parce que le temps est court. Malheureusement, il y a effectivement des relais de table ronde. Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux pour être présents à cette table ronde. Et on vous souhaite un excellent salon eh bien, au salon infirmier. Et puis, et on vous dit donc à très très bientôt. Et puis, en savoir plus, vous avez la librairie juste à côté. Merci à vous. Bon retour. Merci beaucoup. On fait une petite photo.